Les éoliennes ne brassent pas seulement du vent. Elles brassent aussi beaucoup d'argent. En France, des promoteurs principalement français et aussi étrangers se partagent un marché estimé à 3 milliards d'euros par an. Nous les avons sollicités. Le groupe canadien Boralex est l'un des rares à avoir accepté de nous répondre. C'est le 3e acteur de l'éolien en France. En Champagne-Ardenne, le directeur nous fait visiter leur dernier chantier. 5 nouvelles éoliennes en construction sur un parc qui en compte déjà 15. Patrick Decoste, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Donc soyez prudents, à tout à l'heure. Merci. Et puis bonne visite. Merci. Au total, le parc aura coûté 61 millions d'euros. C'est un rendement qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a des vents qui sont assez constants dans cette région-ci, parce qu'on a des éoliennes qui sont assez grandes, et donc on a une surface balayée qui est importante, et donc on peut transformer beaucoup d'énergie du vent en électricité. On est autour des 6 millions d'euros à peu près de revenus sur le parc éolien existant de 30 MW. Par an. Par an. L'investissement est amorti en 7 ou 8 ans seulement. Une opération très rentable pour le promoteur. Car en France, l'énergie fournie par le vent est subventionnée. Et voilà comment ça marche. L'électricité produite par les éoliennes est vendue à EDF, qui a l'obligation d'acheter toute la production. Le tarif est très avantageux pour le promoteur. 82 € le mégawattheure, 2 fois le prix du marché. C'est le tarif d'obligation d'achat. Il est garanti pendant 15 ans. Sans tarif d'obligation d'achat, on ne ferait pas d'éolien en France. Les marchés d'électricité aujourd'hui sont beaucoup trop bas pour investir. Pourquoi ce généreux tarif a-t-il été mis en place? Et par qui? Nous allons vous montrer qu'un intense lobbying a eu lieu au plus haut sommet de l'État. Un lobbying au profit surtout d'un homme et de son entreprise, EDF Énergie Nouvelle. Pour vous raconter cette histoire, nous en avons retrouvé les principaux protagonistes. Politiques, hauts fonctionnaires, lanceurs d'alerte. Ils vont nous aider à éclairer les recoins sombres de cette affaire. Tout commence en 2000. L'Europe fixe des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable. Pour réduire notre dépendance vis-à-vis du pétrole et lutter contre l'effet de serre, les énergies renouvelables devront être développées. Objectif affiché, 21% d'électricité produite par les renouvelables en 2010. Pour atteindre cet objectif, la France met en place le tarif d'obligation d'achat. La décision est portée par les Verts du gouvernement Jospin et par Yves Cochet, député vert et futur ministre de l'Environnement. Comme c'était le premier arrêté concernant les tarifs d'électricité renouvelables, on a dit le premier, il faut que ça soit intéressant pour que ça soit, disons, incitatif pour les investissements d'éolien. À l'époque, Christian Pierret est secrétaire d'État à l'industrie. Il valide ce tarif. C'est un choix de société, c'est un choix de production d'énergie. Nous avons voulu marquer le départ d'une nouvelle ère énergétique. Mais entrer dans cette nouvelle ère énergétique a un prix. Et c'est le consommateur qui va payer, via une nouvelle taxe prélevée sur sa facture EDF. Payer un peu plus cher, de l'électricité plus propre. Dans cette agence EDF, les clients ne sont pas tous prêts à faire un effort au nom de l'écologie. Un petit effort, c'est difficile. Ça dépend quel effort. Hein. Cet effort, le voici. Sur notre facture EDF, c'est la CSPE. Contribution au service public d'électricité. Cette taxe finance en partie les éoliennes. Chaque foyer paye en moyenne 20 € par an. Françoise Thiebaud est la voix des consommateurs au sein du Conseil supérieur de l'énergie. D'emblée, elle s'est opposée à cette taxe. Ça m'a révoltée en tant que représentant des consommateurs de constater qu'on préférait faire porter sur l'intégralité des consommateurs d'électricité cet encouragement qui, pour moi, était une décision politique. Le développement des énergies renouvelables, bien sûr, il est cher payé, et il est cher payé par les consommateurs. Pour quelle raison ?
qui a œuvré en coulisses. Un lobby très puissant a joué un rôle décisif. Le CER, le syndicat des énergies renouvelables. Il représente les industriels du secteur. Les énergies renouvelables sont le choix qui s'impose pour l'avenir de notre planète. Le genre de lobby qui fait venir à son congrès Manuel Valls et Ségolène Royal. À l'époque, cet homme, André Antolini, dirigeait le CER. Il a fait ses armes dans l'immobilier avant de se tourner vers l'éolien. C'est lui qui a négocié le montant du tarif d'achat. Monsieur Antolini, qui était à l'époque à la tête du syndicat, lui n'était pas spécialement un écolo de cœur, mais il savait faire des affaires, c'était un homme d'affaires, et donc il a fait grandir le syndicat avec notre aide. Nous, on était les idéologues, et lui faisait les affaires et le profit. Christian Stophaes, ancien directeur chez EDF, a suivi de près ces négociations. C'est un modèle de lobbying, un modèle presque historique d'un lobbying efficace. N'oublions pas aussi qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Il y a de la rentabilité, des profits, et ça a été assez bien joué. Christian Pierret se défend d'avoir cédé aux exigences des industriels. L'État ne se laisse pas dicter ses tarifs, ou les tarifs publics, par un groupe de pression. Le choix a été d'encourager fortement. Peut-être aurait-on pu l'encourager un peu moins vivement par des tarifs plus faibles. Pour Jean-Louis Ball, représentant des industriels, sans tarif attractif, l'éolien ne se serait jamais développé en France. L'éolien est un écolo-business. Je pense que si on veut réellement le développer, il faut que ce soit un business. Si c'est pas un business, eh bien, il n'y aura aucun investisseur industriel dans le secteur de l'éolien. Il faut qu'il y ait des rentabilités qui soient garanties. Et alors, effectivement, ces investisseurs ne sont pas nécessairement des militants écolos. Un écolo-business qui va faire la richesse d'un homme, Paris Mouratoglou. Très discret, il se fait rare dans les médias. Ce polytechnicien d'origine grecque est un pionnier des énergies renouvelables. Dès les années 80, il fait fortune aux États-Unis. En 1990, il fonde la CIF. L'entreprise exploite des éoliennes, d'abord en Guadeloupe, puis en Corse. Le soutien du gouvernement nous donne les moyens de concrétiser nos ambitions. Son associé n'est autre qu'André Antolini, le président du syndicat des énergies renouvelables. En un an, le tandem réussit 2 belles opérations, le tarif d'achat et un beau mariage avec EDF. Voir, c'est d'abord voir grand. EDF a intégré toutes les énergies dans un mix équilibré. Paris Mouratoglou convainc le géant français de l'énergie d'entrer au capital de sa société. En 2004, la CIF devient EDF Énergie Nouvelle. Il y a des entrepreneurs écologiques, Mouratoglou et d'autres, qui arrivent et qui disent à EDF, on va vous aider à développer une filiale à production indépendante. Nous, on apporte la compétence technique et surtout la compétence juridique. Vous apportez l'argent et on se partage les bénéfices. Donc ça fait des sommes colossales. En 2007, Paris Mouratoglou fait son entrée dans les 100 plus grandes fortunes de France, avec un patrimoine estimé à 659 millions d'euros. 4 ans plus tard, c'est le jackpot. Paris Mouratoglou vend ses actions à EDF pour 700 millions d'euros et réalise ainsi une plus-value d'au moins 40%. Paris Mouratoglou a gagné beaucoup d'argent. Alors c'est évidemment un signe d'intelligence entrepreneuriale, mais il y a un moment où ça a quand même fait froncer le sourcil, notamment à l'intérieur de l'EDF et puis dans l'administration. Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu... c'est too much. Au total, le groupe public va débourser 1,5 milliard d'euros pour devenir propriétaire à 100% de sa filiale. Mais l'AMF n'y trouve rien à redire. L'autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique. Seul un rapport de l'Assemblée nationale épingle le montant de ce rachat.
Il semble qu'EDF n'ait pas suffisamment anticipé le potentiel de développement des énergies renouvelables et qu'en conséquence, le groupe ait racheté EDF-EN à un prix élevé. Alors EDF a-t-elle payé le juste prix? Nous avons adressé une vingtaine de demandes d'interview aux témoins de ce rachat. Seul cet ancien cadre d'EDF Énergie Nouvelle a accepté de témoigner, mais à visage caché. Pour lui, l'entreprise a clairement été surévaluée. La question est effectivement pourquoi personne n'a tiré la sonnette d'alarme chez EDF en disant on achète EDF Énergie Nouvelle trop cher. Le rachat d'EDF Énergie Nouvelle par EDF, c'est un peu comme aller jouer au casino avec l'argent des autres. L'argent des autres étant celui du contribuable français. L'État a-t-il au moins récupéré une partie de sa mise via les impôts payés par Paris Mouratoglou? Pas sûr. Nous avons découvert qu'au moment de leur rachat, ces actions étaient détenues par sa holding, basée dans un paradis fiscal, le Luxembourg. Il s'agit effectivement d'un mécanisme d'optimisation fiscale à long terme qui permet, si vous faites des plus-values, d'être moins taxé. Et vous êtes moins taxé au Luxembourg que vous le seriez en France. Nous avons souhaité faire réagir l'homme d'affaires à ces informations. Il nous a répondu par mail. Historiquement basée à Luxembourg depuis sa création en 1992, la CIF est progressivement devenue la holding familiale de Paris Mouratoglou. La raison de ce regroupement au Luxembourg n'est pas fiscale. Au cours de notre enquête, nous découvrons qu'au moment de ce rachat, Paris Mouratoglou n'était pas le seul dirigeant d'EDF Énergie Nouvelle dans la holding. Il y avait aussi David Corchia, à l'époque directeur général d'EDF-EN, et Yvan André, directeur général délégué. Ces documents, extraits du registre luxembourgeois des sociétés, le prouvent. Pourquoi l'équipe dirigeante de cette filiale d'EDF était-elle active au Luxembourg? Nous profitons du congrès du syndicat des énergies renouvelables pour poser la question à Yvan André. Bonjour, Marianne Caprillon, France 3, au magazine Tesla Connexion. Je viens vous voir parce qu'on a découvert que la CIF, que vous aviez des parts dans une filiale au Luxembourg, la CIF. J'ai ici les documents qui l'attestent. Oui, j'en ai eu, mais j'en ai pas. Oui, mais vous en avez eu. Est-ce que ça pose pas un problème? Non, non. Pourquoi vous avez besoin d'avoir des parts dans une société au Luxembourg au vu de votre rémunération? J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de vous en parler, surtout comme ça. C'est trop compliqué. Prenons rendez-vous, monsieur André. Tellement compliqué qu'Yvan André n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Il a quitté la direction d'EDF-EN il y a plusieurs mois. Selon nos informations, la holding luxembourgeoise est dans le collimateur de la justice. Le parquet financier a ouvert une enquête en octobre dernier sur des soupçons de fraude fiscale et d'escroquerie financière. Une affaire qui risque d'éclabousser tout le secteur des énergies renouvelables. Yves Cochet a largement contribué au développement de l'écolo-business et en regrette les dérives. Le fait qu'on puisse faire du fric, et même d'une manière un peu tordue avec des énergies renouvelables, ben on le fait avec tout. Donc le fait qu'on l'ait fait avec les renouvelables, dans des conditions donc, qui ne sont pas claires et qui ont échappé un peu au pouvoir public, me scandalise, mais en même temps ne m'étonne pas, parce que c'est un phénomène général du néolibéralisme de faire du fric avec tout et n'importe quoi. Paris Mouratoglou et David Corchia ont quitté en 2012 la direction d'EDF Énergie Nouvelle. Ils sont toujours en affaires dans l'énergie verte via le Luxembourg. La France, elle, mise désormais sur l'éolien en mer avec l'ouverture en 2016 du premier parc au large de Saint-Nazaire. Un marché estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros où investissent déjà tous les géants de l'énergie.
Et avec nous, pour prolonger cette discussion, Fabien Bouglet. Comme on l'a vu dans le reportage, vous êtes président d'une association anti-éolien en Basse-Normandie. Vous êtes le porte-parole du réseau d'opposants baptisé Ulysse. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Frédéric Lanoé, président de France Énergie Éolienne. Vous représentez 90% des professionnels de l'éolien. Vous êtes aussi à la tête d'une filiale d'un des leaders mondiaux de l'éolien qui s'appelle EDPR. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bouglet, je me tourne d'abord vers vous. On le voit dans notre enquête, vous êtes un des opposants de la première heure. Rappelez-nous en quelques mots très rapidement votre histoire. Pourquoi vous vous êtes mis à militer contre l'éolien? Eh bien, avec ma femme, on avait acheté il y a 8 ans une maison à rénover. Et puis très rapidement, en Normandie, on s'est rendu compte qu'il y avait un parc éolien à 800 mètres de chez nous. On a étudié les dossiers administratifs et très rapidement, on s'est rendu compte que dans les dossiers administratifs, il y avait des prises illégales d'intérêt, c'est-à-dire que des élus étaient personnellement intéressés et avaient délibéré dans le cadre du conseil municipal. Vous portez plainte? Nous portons plainte et nous obtenons la première condamnation pour prise illégale d'intérêt en France. Donc pour cette participation de l'élu au conseil municipal et sa propriété de terre dans un parc éolien. Alors, Frédéric Lanoé, monsieur Bouglet a obtenu la première condamnation, vous le connaissez bien d'ailleurs, j'imagine. C'était en 2013. Aujourd'hui, il y a une centaine de plaintes en cours. Est-ce qu'on peut dire 100 plaintes en cours égale 100 projets éoliens menacés? Alors, tout d'abord, je voudrais juste revenir un petit peu sur la tonalité de l'émission. Je pense qu'elle a été faite un peu à charge. Alors, je sais que c'est le nom, pièce à conviction, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'enquête. Un des aspects fondamentaux de la transition énergétique, c'est pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça je me permets de vous répondre en quelques mots. Vous êtes là pour ça, pour répondre. Exactement. Donc je réponds. Et l'enquête, on a été voir des riverains, voilà. des élus. À aucun moment, on explique qu'il faut limiter nos émissions et ça passe par les renouvelables. À la fin du documentaire. Et en deux, c'est la bataille du chômage. Il faut à tout prix la gagner et ça se passera par les industries d'avenir. Donc cessons de regarder dans le rétroviseur et investissons dans les usines. Pour répondre à votre question, le service de la prévention de la corruption a dit avoir été saisi d'une plainte par un tribunal. Alors ne confondons pas les plaintes des tribunaux et les plaintes que M. Bouglet, pour des intérêts particuliers, on l'a vu, à l'origine de votre croisade, comme vous le dites, puisque vous qualifiez de sniper, etc., des arguments très guerriers, complètement déplacés par rapport à l'enjeu, à l'origine, c'est votre manoir. Donc là, il y a de l'intérêt particulier. C'est une menace pour vous, ces plaintes ou pas? Est-ce que vous vous dites quand une plainte est déposée, dans votre reportage, c'était bien fait, on voyait ces élus qui disaient on ne savait pas, on n'a pas fait attention. Nous, évidemment, on condamne fermement quand on confond sa poche avec celle de la mairie. Ça, il n'y a pas de question. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Maintenant, on voit bien ces pauvres élus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un projet, lorsque vous avez une commune de 100 habitants, est-ce que vous croyez que le conseil municipal ne connaît pas les gens qui possiblement seront touchés? C'est évident. Donc il faut réfléchir à réformer la loi pour que ces gens-là soient protégés. On va y venir. Monsieur Bouglet, s'il vous plaît, on va y venir. Je voudrais poursuivre mon cheminement. J'ai toujours pas compris, c'était une menace ou pas pour vous les projets, les plaintes déposées par rapport au projet? Vous m'avez pas répondu. Je vous réponds là-dessus. Oui, c'est une menace ou pas, les plaintes? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu que quelques. C'est pas une véritable menace parce que bien souvent, elles sont pas qualifiées. Alors pourquoi vous avez écrit à l'Assemblée nationale pour demander la réforme de la prise illégale d'intérêt en décembre 2014 qui a conduit les députés à ne pas réformer la prise illégale d'intérêt suite à votre intervention par un courrier qui a été... On va y venir, messieurs. On va y venir. Alors, monsieur Lanoé, il y a le ministre de l'Intérieur. On va y venir, je vous en prie, messieurs, s'il vous plaît. On voit dans notre documentaire, et c'est là où vous disiez que c'était peut-être une enquête à charge, on a effectivement mis à jour des méthodes de commerciaux ou de démarcheurs d'entreprises de l'éolien qui sont agressives, qui sont intimidantes. On voit des propriétaires harcelés. On voit une dame qui dit ils sont venus chez moi le soir, la nuit, à l'heure du dîner pour que je signe. Est-ce que vous, en tant que patron d'un des leaders mondiaux, d'une filiale d'un des leaders mondiaux de l'éolien, vous dénoncez ces pratiques, oui ou non? Alors, là-dessus, qu'on soit très clair, on va chez quelqu'un, on prend rendez-vous. J'ai vu ça dans votre... Donc là-dessus, je suis absolument pas d'accord. Maintenant, si vous cherchez à montrer par ce biais-là que l'éolien est un fléau et est mal accepté, c'est faux. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours du CSA, puisqu'il y a un sujet à l'Assemblée nationale, vous savez, c'est la loi de transition. Tout à fait. Ce sondage, il dit quoi? Et M. Bouglet, ça bat en brèche tout ce que vous assénez à longueur d'interview. Il dit quoi? Que 76% des riverains des éoliennes ne les entendent pas. Sauf que c'est un sondage que vous avez commandé. Le CSA fait foi. 7% seulement des riverains les entendent. Donc on a l'impression à entendre cela que ça fait énormément de bruit, etc. Les Français ne les entendent pas. Donc c'est important de ne pas tout confondre, de ne pas faire d'un cas particulier une généralité. Les sondages sont là. Soyez scientifiques. Moi, je suis ingénieur, je regarde les choses. Vous êtes avocat, c'est autre chose.
et l'Académie royale anglaise ont dit qu'il y avait des graves problèmes de santé publique. Et le problème, c'est que développer les éoliennes comme vous le faites va conduire à un scandale sanitaire. Et on aura peut-être demain un futur scandale du vent contaminé. Sécurité 2008, Messieurs, on va reparler de la santé, s'il vous plaît. Si on peut juste suivre le fil du débat, je voudrais qu'on revienne. On va y revenir. Je vous assure, on va y revenir sur la santé. Sur les méthodes, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force asymétrique quand vous voyez ces gens qui disent qu'il y avait une parole donnée, même le patron de l'industrie éolienne qu'on rencontre et qui nous dit oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Est-ce que ça, c'est condamnable? On voit qu'il y a des propriétaires terriens qui sont peut-être pas forcément des experts juridiques à qui on dit bah voilà, vous pourrez accéder à vos terres, puis finalement ils peuvent plus y accéder. Est-ce que ça, monsieur, c'est important pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être comme vous dites pro-énergie renouvelable? Est-ce que vous dites, vous, patron d'une entreprise de l'éolien, ça se fait pas et c'est pas des méthodes correctes? Alors, moi, il faut bien que vous compreniez... C'est important, votre parole, elle est importante, là. Exactement. Il faut bien que vous compreniez que lorsque vous êtes un développeur éolien, c'est un parcours du combattant. Ça dure 8 ans parce que c'est verrouillé de partout et le préfet veut s'assurer qu'on ait le bon projet. Donc, ça coûte plus de 500 000 € un projet. Vous imaginez, si vous partez et qu'à la fin, au bout de 8 ans, le propriétaire, il vous dit, finalement, je le fais plus. Mais est-ce que ça justifie d'entourlouper quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on lui dit? On dit petit alinéa 4. Ils n'ont pas des conseillers juridiques, ces gens-là, monsieur. C'est encadré par la loi. Comme tout ce qui est démarchage, c'est complètement encadré. Ils peuvent se rétracter, etc. C'est difficile, on l'a vu. Non, mais il ne faut pas non plus la dame qui témoigne dans notre enquête, elle a eu du mal. On lui a demandé 1 million d'indemnités. Il y a une perte très importante. Après, il faut regarder cas par cas. Mais ce sont encore une fois des cas particuliers. Chaque année, en France, il y a 150 projets. 150 projets qui se construisent l'année dernière pour déjà 4% de notre électricité. Vous en avez montré 2 ou 3. Donc attention à la généralisation. Enfin, je voudrais quand même préciser à Monsieur Lanoé que le ministre de l'Intérieur vient de nous donner raison dans 2 questions, dans 2 réponses à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les prises illégales d'intérêt et sur le fait que les dossiers éoliens étaient viciés dans le cadre des prises illégales d'intérêt. Donc vous voyez, quand vous dites qu'on n'y connaît rien, en tout cas, la chose est sûre, c'est que le ministre de l'Intérieur nous a parfaitement donné raison sur les prises illégales d'intérêt. Alors relisez les procès-verbaux. Vous avez répondu sur les 1000 mètres, etc. Et relisez les les 1000 mètres. Monsieur Bouglet, on va aller sur les 1000 mètres. Ce sont les opposants. Alors, on va juste recontextualiser, parce que vous en parliez tout à l'heure. Le Sénat a voté un projet de loi important. Les députés sont en train de l'examiner ces jours-ci. Il est question d'éloigner les éoliennes des habitations et de pouvoir passer de 500 mètres à 1000 mètres. Ce sont les opposants donc qui sont à l'origine de cet amendement. C'est le sénateur Jean Germain qui l'a porté, défendu et qui est décédé ces jours derniers. Cette question de la proximité des éoliennes, pour vous, c'est une question le essentielle, nerf de la guerre? Bien sûr, parce que c'est la question liée aux perturbations qui sont liées aux éoliennes, aux infrasons. En réalité, nous, ce que l'on veut, c'est pas qu'il y ait un scandale de vent contaminé. Et on prévient la ministre de l'écologie. C'est vraiment un choix qu'elle a à faire. Soit elle s'occupe du peuple, en faisant en sorte que les éoliennes soient éloignées de 1000 mètres des habitations, soit elle s'occupent du portefeuille des affairistes du vent qui vont toucher la dîme financière considérable liée. Mais vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça. Mais les tribunaux nous donnent raison. En quoi y a-t-il des gènes? Donnez-moi des faits, des statistiques. Soyez rigoureux. Écoutez, vous n'avez pas d'argument. Il y a eu 2 rapports. Un rapport de l'Académie de médecine et un rapport de l'Académie royale de médecine. Ne génère pas de conséquences. Il y a un article dans le Figaro. L'Agence nationale de sécurité sanitaire 2008, elle a évolué pendant l'impact sanitaire. Il n'y a pas de. Elle a conclu les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes. Il y a les problèmes de son et il y a les problèmes de cadre de vie, qui est très important, qui a été souligné dans le reportage. C'est pas simplement des problèmes de son, c'est aussi des problèmes de cadre de vie. Une approche scientifique. Vous l'avez pas. Mais écoutez, des sondages que vous payez avec l'argent qui provient de la manne financière, qui provient des consommateurs et qui provient des contribuables. Monsieur Lanoé, restons sur les 1000 mètres, messieurs, s'il vous plaît. On a compris, monsieur Bouglet, sur les 1000 mètres. C'est son combat aujourd'hui. Est-ce que vous, c'est recevable? Est-ce que c'est envisageable? Quel serait le manque à gagner, la perte de reculer ce seuil d'implantation des éoliennes de 500 mètres? Alors, je l'ai évoqué, ça n'a aucun fondement scientifique, puisque l'Académie l'a dit, il n'y a pas d'impact. Après, la question, c'est quel en serait le prix à payer? Le prix à payer, il serait énorme. Simplement,
il n'y aurait plus d'éolien en France. À ce point, parce que ça paraît... Mais ça a été cartographié, on passe à 85% du territoire qui est interdit. Donc c'est très simple, et c'est pour ça que les autres pays n'ont pas adopté cette loi. C'est faux. Vous regardez l'Allemagne... L'Allemagne en Saxe, la Saxe, ils ont établi la règle Brême, H10. etc. Alors nous aussi, on a vérifié, messieurs, laissez-moi Portugal, dire... 250 mètres. On a vérifié, nous, dans tous les pays, d'abord c'est la réglementation sur le bruit et les limites sonores qui sert de base pour déterminer les distances. France, on l'a dit, Irlande, Pays de Galles, Ontario, 500 mètres. Suède, entre 400 et 1000 mètres. Pays-Bas et Danemark, 4 fois la hauteur de l'éolienne. Portugal, 200 mètres. Angleterre, Italie, etc. Et donc Saxe, on est plus H10. ou moins, Monsieur Bouglé, on est plus ou moins dans la moyenne, 500 C'est des mètres. recommandations dans Oui, ces mais pays. quand Chez on nous, voit c'est M. une règle. Baupin, député à la solde des promoteurs éoliens, qui propose qu'on mette les éoliennes à 250 mètres des habitations, on est quand même dans du délire incroyable. On est bien là sur de l'écologie pour défendre le cadre de vie de tout le monde, sauf des habitants. Alors et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Là, les gens qui nous regardent ont vu le reportage, vous écoutent, Monsieur Lanoé, en ce moment. Il y a une dame qui nous dit, est-ce que vous viendriez passer un week-end sous mes éoliennes? Est-ce que vous loueriez un gîte sous une éolienne? Est-ce que vous accepteriez dans votre maison, votre résidence secondaire, des éoliennes à 500 mètres? Alors là-dessus, moi j'ai entendu cette dame. J'ai entendu cette dame et je l'entends et je déplore sa détresse et je l'entends parfaitement. Et ça, nous, professionnels, il faut y travailler. On a une responsabilité énorme vis-à-vis de nos enfants. Moi j'ai un fils qui est né en décembre, il aura 85 ans en 2100 et d'ici là, Monsieur Bouglé, il faut que nos émissions de carbone aient arrêté. Donc on a aussi cette responsabilité. Maintenant, moi ce que je dis à ces gens, c'est ne confondons pas l'intérêt particulier et l'intérêt général. Et surtout quand on voit que les gens des communes vivent bien avec les éoliennes. C'est une vraie question, Monsieur Bouglé, l'intérêt général, parce qu'on peut se dire aussi... L'intérêt général... Laissez-moi juste finir. Quand il y a eu les TGV, il y a eu des problèmes aussi. Il y a des gens qui ont perdu leur terrain, qui d'ailleurs ont été indemnisés. Pourquoi n'indemnise-t-on pas aujourd'hui en France quand on construit des éoliennes? Mais ça, on peut se comprendre. Un propriétaire terrien versus une énergie future propre. L'éolienne doit être compensée par des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. S'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre. Monsieur Lanoé, on laisse juste finir. Oui, franchement, vous voyez, vous montrez... Monsieur Bouglé, finissez. Les éoliennes doivent être compensées par une source énergétique de gaz fossile qui génère des gaz à effet de serre et un bilan carbone extrêmement positif. Et donc, si vous voulez, l'Allemagne a baissé sa production de charbon. Vous avez parfaitement l'attitude que tous les promoteurs éoliens ont dans les campagnes, mépris du peuple, mépris des Français. En permanence, nous avons ces témoignages-là. La Suède permet aux habitants de se faire indemniser si leur habitation est dépréciée. Vous disiez qu'il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce que ça, c'est envisageable pour vous? J'ai dit que les habitants, à 70%, trouvent que les éoliennes, c'est positif. À Noyal-Pontivy, en Bretagne, le maire a écrit dans le journal Le Télégramme de Brest, il a écrit qu'il a rempli tout son lotissement avec ces 5 éoliennes. Il a dit, et vous l'avez dit dans votre reportage, ça c'était très bien fait, qu'on réussit à ouvrir des crèches, qu'on réussit à revitaliser des campagnes. Donc c'est plutôt l'info contraire pour ceux qui de quelques individus. Est-ce que c'est envisageable dans cette industrie d'indemniser les riverains qui se sentent... c'est la porte ouverte à n'importe quoi, parce que si vous le faites pour ça, vous le faites pour un terrain pour enfants, s'il y a un retraité qui ne veut pas entendre le cri des enfants, etc. C'est pas légalement possible. Vous ne pouvez pas avoir deux poids, deux mesures dans le droit français. Et les éoliennes sont appréciées par les riverains. Pas par M. Bouglé à cause de son manoir, pas par les châtelains que vous défendez. Mais je n'ai défendu aucun châtelain. Vous voyez, mais nous, on est là pour la révolution. Sylvain Coin, qui est à Verdun, défend la mémoire des soldats. Vous voulez mettre des éoliennes au pied d'un cimetière. La préfète a refusé le projet. Le préfet a refusé et le promoteur agit en action. Monsieur Bouglé, il nous reste 1 minute 30. Si on regarde vers l'avenir, Monsieur Lanoé dit c'est aussi une vision d'avenir. On sait que les énergies fossiles vont se finir dans quelques années et qu'il faudra réfléchir à autre chose. Est-ce qu'il y a un éolien pour vous acceptable? Est-ce que l'éolien offshore, par exemple, est une possibilité? Moi, je pense que, par exemple, l'éolien offshore avec les éoliennes flottantes qui sont à 50 km des côtes sont très intéressantes. On le voit d'ailleurs en Méditerranée. Ils ont prévu un appel d'offres avec des éoliennes flottantes. Donc, si vous voulez, oui, on pourrait imaginer d'immenses parcs éoliens en marge des côtes françaises. Par contre, l'éolien terrestre aujourd'hui
est une technologie totalement dépassée, complètement dépassée. Et l'éolien citoyen, parce qu'il y a, c'est vrai que on ne l'a pas montré dans le reportage, mais actuellement, le parquet national financier a été saisi pour un projet de parc éolien citoyen. Et je crois que il y en a deux qui fonctionnent à Bégane en Ille-et-Vilaine et puis à Sévrac-Ghenrouet. Je crois que pour l'un, il y a le parquet national financier qui a été saisi pour des histoires. Monsieur va envoyer des lettres pour prise illégale d'intérêt. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est dans la France entière. C'est dans la France entière qu'il y a des prises illégales d'intérêt. Vous manipulez le droit, monsieur. Moi, ce que je tenais à dire, vous avez raison, l'éolien flottant, c'est une piste d'avenir. Parce que 4/5 de la planète, c'est de l'eau. Mais alors, c'est toujours des éoliennes. Donc, quid de votre problème du carbone et de l'intermittence? Vous n'êtes pas crédible. Et par rapport à ça, un appel d'offres va être lancé cet été. Une filière industrielle va être créée. Je suis moi-même allé inaugurer l'usine Alstom à Saint-Nazaire. À Dijon, une usine de mâts. Une force est en marche. 11 000 emplois. Nous allons en créer, monsieur Bouglet, 80 000 dans les 20 ans à venir. Et ça, c'est notre chance, et c'est notre responsabilité. Et combien vous allez faire perdre d'emplois soit plus innovante sur ces énergies d'avenir. Merci, ça, je pense que c'est très important. Et moi, je dis, le mot de la fin, vraiment. Oui, le mot de la fin, c'est qu'il faut éviter un scandale sanitaire important. Et je demande solennellement à la ministre d'accepter et aux députés, il en va de leur responsabilité. Demain, on aura probablement un scandale du vent contaminé et les députés et le ministre en seront responsables. Merci à tous les deux d'avoir accepté de confronter vos points de vue sur ce dossier des éoliennes. Merci à vous de votre fidélité à Pièces à conviction. Je vous dis rendez-vous évidemment le mois prochain pour une nouvelle enquête, cette fois sur le patrimoine immobilier de l'État. Excellente fin de soirée sur France 3.